Bonjour à tous et à toutes. Pour animer cette session, Audran Cochard et Éric Charbonnier. Audran, tu te présentes? Ouais, on va commencer tout de suite. C'est parti. Hop, bonjour à toutes et à tous, merci et bienvenue à cette conférence dédiée au service cognitif d'Azure. Je m'appelle donc Audran Cochard, je suis responsable du Microsoft Experience Lab de Nantes, donc je suis un local de l'étape. J'accompagne aujourd'hui Éric Charbonnier, qui est donc Cloud Solution Architect chez Microsoft. Et oui, absolument. Bonjour à tous. Je suis aussi un local puisque je suis nantais, basé à Nantes. Mais chez Microsoft, je m'occupe en fait de clients nationaux, notamment dans le retail. Donc, vous le savez, Microsoft a pour on va dire, vocation principale de permettre aux organisations et aux individus de libérer leur potentiel, comme on dit, leur créativité, grâce à un ensemble de solutions dédiées, notamment hardware avec la gamme Surface, software avec Office 365, collaboratif avec Teams, métier avec Dynamics, et bien sûr, ce qui nous amène aujourd'hui, cloud avec Azure. Ces différentes solutions, elles sont destinées à tout type de structure, de la start-up aux grandes entreprises, en passant par les collectivités, les écoles, les institutions. Et comme celles-ci, elles sont présentes sur tout notre territoire, on a lancé depuis un peu plus d'1 an maintenant l'ouverture des Microsoft Experience Lab, avec donc un ancrage local. Et donc, moi, je gère celui de Nantes. Vous êtes le bienvenu chez moi bientôt. Ces différents labs, en fait, ils ont un objectif qui est donc d'accélérer et d'accompagner le déploiement et l'adoption des nouvelles technologies au sens large à travers des conférences, des workshops, des meet-ups, des démonstrations produits, mais aussi des rendez-vous clients dédiés afin de présenter donc le champ des possibles grâce à nos solutions et aussi à nos partenaires. Donc depuis 1 an maintenant, on a lancé 3 Microsoft Experience Lab. Le premier étant celui de Nantes. Bordeaux a ouvert en début d'année et Toulouse pendant le confinement. Donc vous pourrez bientôt aller dans chacun de ces labs-là en fonction de votre localisation. Un dernier point d'ailleurs sur le contexte actuel, puisque les précautions qui s'imposent nous ont amené à digitaliser nos activités, à l'image de ce webinaire aujourd'hui. Donc si à l'issue de celui-ci, vous souhaitez creuser le sujet des services cognitifs ou d'Azure au sens large avec Éric, avec moi-même ou avec Microsoft en général, on vous invite à nous contacter via la plateforme du jour ou via LinkedIn par exemple. Donc on va commencer par vous présenter à quoi servent les services cognitifs et puis ensuite Éric va rentrer un peu plus dans le dur en s'appuyant sur un service en particulier et vous montrant comment ça marche et comment on l'implémente. Petite carte des labs à venir aussi sur Toulouse, Marseille, Lyon et un peu plus tard sur d'autres sujets. Alors, les services cognitifs, pour ceux qui ne connaissent pas forcément exactement ce que c'est, ce sont donc principalement des API, des kits de développement et donc des services qui sont à la disposition des développeurs et qui permettent de générer donc des applications intelligentes et ceci globalement sans disposer, on va dire, de connaissances particulières, que ce soit en matière d'IA, de data science ou de machine learning. Ces kits sont disponibles dans votre langage de programmation préféré, que ce soit du C#, du Node.js, du Python ou du R par exemple. Et grâce à ces services-là, donc les développeurs pourront ajouter facilement donc des fonctionnalités cognitives à leurs applications, à leur site web ou à leur bot par exemple. Donc c'est-à-dire des applications capables de voir, d'entendre, de parler, de comprendre et donc même de raisonner, donc ce que vous avez ici à l'écran. Pour info, donc ces API, elles sont disponibles pour des essais gratuits avec certaines limitations, notamment en termes d'utilisation et de débit. Il vous suffit juste d'un compte Microsoft sur la plateforme Azure et vous pourrez ensuite débloquer ces limitations en créant un compte Azure. Vous avez donc $200 d'offert pour tester ça. Je te pique un peu ta mais tu rediras. En sélectionnant les services qui vous intéressent sur la plateforme avec la tarification donc correspondante. Ce que vous avez à l'écran, donc c'est le catalogue de services qui est à notre disposition sur la plateforme Azure et qui est divisé en 5, on va dire, grands piliers, notamment une partie donc vision à gauche qui donc peut vous servir à identifier, à légender, à indexer et par exemple à modérer des contenus photos, vidéos ou des entrées manuscrites. La partie speech ensuite pour par exemple convertir de la parole en texte
ou du texte en parole naturelle, avec par exemple de la traduction en temps réel en fonction de la personne et de la langue de la personne en face, et même de la reconnaissance de l'orateur directement. La troisième partie, donc, c'est la partie langage, pour traiter par exemple le langage naturel, évaluer des sentiments, voire même reconnaître des intentions et des attentes des utilisateurs. La partie search pour intégrer des API de recherche avec Bing, par exemple, pour passer au crible, donc les milliards de pages en ligne, des vidéos, des actualités, etc. Et puis pour terminer, la partie decision pour créer donc des applications qui fournissent des recommandations pour une prise de décision un peu plus efficace et éclairée. Donc on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Je vais laisser la parole à Eric qui va continuer et prendre la main. Et donc je vous remercie. Voilà, donc ce qu'a présenté Audran, c'est effectivement les grands domaines en fait des Cognitive Services. Il y a un petit lab sur la partie droite de ce slide. Donc il faut savoir en fait que la plupart de ces services sont en disponibilité, ce qu'on appelle General Availability. Pour certains, ils sont en mode preview. Et d'ailleurs, on va faire un focus sur un nouveau service qui est toujours en preview aujourd'hui, mais que vous pouvez déjà commencer à instancier dans vos applications. Et donc, on a également une partie lab où on travaille sur des nouveaux services cognitifs, notamment il y a le projet Gesture, donc qui permet en fait, ça se rapproche de la vision, il sera peut-être classé d'ailleurs dans Vision une fois qu'il sera disponible, donc qui permet en fait de reconnaître en fait les gestes d'une personne et d'en déduire une action. Typiquement, on voit ça avec notamment les jeux vidéo Kinect ou ce qui se fait beaucoup, je sais pas si vous avez vu le pilotage des drones avec les mains. Donc typiquement, on pourrait avoir d'autres types d'utilisation qui utiliseraient ce type d'API. Alors qu'est-ce que c'est qu'en fait une Cognitive Services? Tout simplement en fait c'est une API REST. Qui est appelable depuis en fait n'importe quel applicatif, et cette API REST est hébergée effectivement sur notre cloud Azure. On reviendra sur cet aspect-là dans quelques secondes. Pour pouvoir déployer en fait cette API cognitive, vous allez voir, c'est très très simple. Et une fois qu'elle est déployée, bien on va récupérer effectivement généralement une URL et une clé qui vont nous permettre depuis des applicatifs d'appeler en fait cette API. On supporte une grande gamme en fait de langages. Donc historiquement, on est sur des stacks bien sûr .NET puisque Microsoft, mais aujourd'hui c'est l'ouverture sur beaucoup en fait d'autres plateformes, et l'idée c'est que aussi les téléphones mobiles comme iOS ou Android puissent bénéficier effectivement de kits de développement pour pouvoir utiliser ces API. Donc il est tout à fait envisageable aujourd'hui de développer en fait une application pour Android par exemple qui réfère de la reconnaissance en fait d'objets ou la reconnaissance depuis des devices qui auraient effectivement des stacks, d'autres stacks en fait en termes d'operating system. On parle beaucoup de edge computing chez nous, mais par exemple une caméra pourrait faire de la reconnaissance également d'objets pour voir effectivement s'il y a des anomalies sur un site de fabrication par exemple. Toutes ces API ont fait l'objet en fait de beaucoup de développement, de recherche chez Microsoft sur des API comme tout ce qui est vision. Il faut pouvoir entraîner à partir de beaucoup d'échantillons en fait ces modèles. Et donc, c'est des choses qui aujourd'hui sont qualifiées par Microsoft donc comme testées. Et on va voir que pour certaines d'entre elles, et notamment dans celles que je vais présenter tout à l'heure, il est possible en fait de surcharger en fait le modèle qui a été testé par Microsoft pour pouvoir prendre en compte en fait un certain nombre de spécificités qui seraient liées en fait à vos besoins. Voilà pour ce qui concerne les API. Si on regarde chez Microsoft, avant de rentrer plus spécifiquement dans les API,
on a aujourd'hui un certain nombre de solutions qui vont adresser un certain nombre de personas. Ça va effectivement des data analystes aux data scientists, etc. Donc, on a toute une panoplie de solutions qui vont effectivement de Azure ML, Azure Machine Learning, service sur Azure, en passant par des solutions comme Power BI dans sa version effectivement premium aujourd'hui. On est capable de faire des modèles depuis en fait des datasets dans Power BI et donc directement intégrés de l'analyse depuis des dashboards Power BI. Donc les cognitive services, c'est assez facile à trouver chez nous puisqu'il suffit en fait d'aller taper sur votre moteur de recherche favori. Alors j'espère que vous n'avez pas attrapé mal au cœur, mais grosso modo depuis un moteur de recherche, vous tapez Microsoft Cognitive Services et on vous présente effectivement toute la partie cognitive services classée en fait par grand domaine, comme l'a montré Audran tout à l'heure, à travers la décision, le langage, la vision, etc. Donc ici, on vous en présente quelques-unes. Beaucoup de nos partenaires et de nos clients aujourd'hui en ont testé. Alors, si je prends dans le domaine de la vision, par exemple, vous avez une API qui s'appelle alors vision personnalisée ou custom vision, où l'idée effectivement c'est de réentraîner en fait avec vos propres assets le modèle et de reconnaître effectivement eh bien un certain type de marchandises, un certain type de particularités, etc. Et chose intéressante puisqu'il y a un certain nombre de démonstrateurs, de POC, voire même d'applications aujourd'hui qui sont déployées chez nos clients, on peut cumuler en fait ces API. Typiquement, on peut très bien avoir une API en fait de vision si on travaille par exemple sur alors c'est d'actualité avec le Covid et tout ce qui se passe en ce moment, mais donc cette API qui s'appelle Visage permet effectivement d'extraire les informations en fait sur le visage. Est-ce que j'ai affaire à une femme, à un homme, à peu près son âge, etc., etc. Donc on voit bien effectivement tout ce qu'on peut faire en termes de reconnaissance visuelle. Mais la plupart en fait des implémentations aujourd'hui qui ont été faites à partir de cette API sont plus pour faire du scan de réseaux sociaux. On a des clients qui cherchent à comprendre un certain nombre de tendances depuis les réseaux sociaux et donc ils peuvent très bien se servir en fait de ce genre d'API et l'accumuler avec d'autres API pour pouvoir une application complète. Donc une trentaine d'API à votre disposition. On en a sur effectivement le langage. On a de quoi également fabriquer ce qu'on appelle des bots et d'utiliser effectivement un module qui s'appelle LUIS, Language Understanding Intelligence Service, qui permet effectivement de comprendre les intentions d'un utilisateur quand il parle à un bot. Donc, n'hésitez pas à aller sur cette page. Donc, il vous renseigne sur tous ces services qui sont à votre disposition. Chose importante, comme l'a signalé Audran, la plupart de ces services aujourd'hui peuvent être testés gratuitement. Donc, il est assez facile à partir de la documentation d'un compte Azure. On en reparlera quand je ferai la démo dans quelques instants. Donc, de démarrer rapidement et de tester, eh bien, par exemple, un bot ou un programme qui consisterait à comprendre le contenu d'un texte. On va repasser sur la présentation et donc, on va aujourd'hui se concentrer sur une API qui est nouvelle, qui est toujours en public preview. Ça veut dire qu'elle n'est pas en general availability. Ça veut dire que vous pouvez commencer à l'exploiter, à développer avec. Mais en termes de support, on est en support limité puisque elle n'est pas encore complètement disponible.
Par contre, on a déjà des clients qui l'ont implémenté, avec un certain nombre de satisfactions. Donc Form Recognizer, c'est une des 30 API qui sont disponibles sur le portail Azure et qui permet bien de faire de l'extraction d'informations contenues en fait dans un formulaire. Donc dans la suite de cette présentation, on va voir les concepts en fait de Form Recognizer, comment ça se configure, et on verra un exemple de développement d'application. Alors pourquoi utiliser Form Recognizer? Il y a plein d'utilisations aujourd'hui en fait de Form Recognizer. Alors, ce qui est très à la mode, on le voit aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le RPA, le Robotic Process Automation. Dans ces processus RPA, donc qui ont pour but en fait d'automatiser en fait un certain nombre de tâches manuelles, eh bien, il y a probablement en fait de l'extraction en fait d'informations qui peuvent se trouver dans des formulaires, qu'ils soient électroniques ou non. Et là, on peut voir un intérêt à Form Recognizer. L'autre chose, c'est tout ce qui est intelligent search, bien pour avoir on top de tout ça un système qui permet d'extraire de l'information. On peut imaginer que une entreprise et dans son content management système des milliers, voire beaucoup plus de formulaires qui soient déjà numérisés. Mais s'il faut aller chercher une information particulière, eh bien on pourra profiter de la puissance de Form Recognizer. Et puis après on a ce qui est spécifique effectivement aux industries. Évidemment, si si je suis dans le médical, on peut imaginer des applications qui vont automatiquement reconnaître un rapport en fait depuis en fait une feuille de soins. Si je suis dans l'assurance, une déclaration de sinistre, etc., etc. Donc en fait, il y a énormément en fait, on fonctionne, nos industries fonctionnent beaucoup par formulaire. On parle pas même pas des impôts, mais voilà. Donc toutes ces informations, eh bien on cherche à les extraire et à les comprendre. Donc, c'est l'intérêt de cette API qui est Form Recognizer. Donc, ici, vous avez un certain nombre de types de formulaires. Ça peut être des reçus, ça peut être des factures, ça peut être des applications, des formulaires applicatifs, comme je viens de le citer. Bon, un autre type, comme les tax forms ou typiquement nos impôts, etc., etc. Donc, il existe une variété infinie, en fait, de formulaires. Et donc l'API se propose en fait de vous simplifier l'extraction en fait des informations qui sont contenues dans ces formulaires. Donc le service en fait Cognitive Recognizer, eh bien va en fait prendre comme entrée donc une image et en extraire en fait des paires de clés valeurs. Donc pour tel champ, j'ai telle valeur. Donc, est-ce que le numéro de facture ici, donc j'ai un champ numéro de facture et j'ai un numéro de facture associé. J'ai probablement un montant, etc., etc. Donc, il va fabriquer ce qu'on appelle donc tout simplement un fichier JSON dans lequel en fait on va avoir cet ensemble de clés valeurs. Mais pas que. En fait, vous voyez ici, donc il a bien reconnu un certain nombre de champs. Il a reconnu également ce qu'on appelle le bounding box, c'est-à-dire en fait la position géographique en fait du champ dans le formulaire. Voilà. Donc, on va extraire pas mal d'informations avec ce Form Recognizer, on va voir tout à l'heure, bon, qui peuvent effectivement, au-delà d'extraire purement l'information, probablement adapter effectivement les applications avec les possibilités que nous offre cette API. Chose importante, Form Recognizer a deux variantes. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, ces API ont été entraînées
par Microsoft. Donc Form Recognizer n'échappe pas effectivement à cette case-là, et on peut l'utiliser brut de fonderie. Donc une partie effectivement de la démo va consister à regarder ce qui se passe avec le modèle préconstruit. Mais il est bien entendu que sur des formulaires un peu plus compliqués, comme on peut le voir sur la gauche de l'écran, eh bien, on a peut-être des difficultés à reconnaître tout ce qui est dans ce formulaire, ou peut-être que l'API va sauter directement un champ parce que elle aura effectivement un niveau en fait de confiance. Donc ça, c'est pas l'information dans le fichier JSON que j'ai montré tout à l'heure, mais c'est une information qui est extraite. Donc on a un niveau de confiance sur la reconnaissance du champ, et pour chaque champ. Donc, dans certains cas, on peut imaginer que, et j'ai pas fait le test avec ma déclaration fiscale, mais que la déclaration fiscale française, si je la passe comme ça au Form Recognizer, eh bien, il y ait effectivement un certain nombre de surprises. Donc, l'idée, effectivement, c'est d'en prendre quelques-unes et puis d'entraîner, de réentraîner en fait cette API. Donc, on verra également cette partie custom. Donc, alors, on va passer maintenant. On a suffisamment fait de présentations. On a suffisamment de matière pour regarder à quoi ça ressemble. Donc, ce que je vous propose dans les 40 minutes qui nous restent, c'est de regarder effectivement comment c'est fait. On ira donc déclarer une API en fait dans le portail Azure, et puis on verra en fait une application en Python qui utilise l'API sans entraînement particulier. On ira voir comment se passe et comment on fait l'entraînement, et on testera le modèle qui a été entraîné. Alors, à quoi ça ressemble? Eh bien, donc là, vous avez, comme pour toutes les API, comment ça s'appelle, de la documentation. Donc, on voit ici que Form Recognizer est en mode preview. Vous pouvez effectivement, alors la doc ici est en français, il suffit juste de spécifier qu'on veut travailler en français dans le navigateur, et vous avez un certain nombre de samples qui vous montrent un petit peu les possibilités en fait du produit. Si vous avez un formulaire, et ce formulaire ici va extraire en fait les clés valeurs. Autre exemple ici. Voilà. À noter que ce que vous voyez à l'écran, c'est vraiment de la doc. Il n'y a pas d'invocation en fait de l'API, contrairement à la petite démo de tout à l'heure. Donc, on peut travailler effectivement sur ce type de formulaire, et puis on peut travailler sur des choses qui sont un peu plus complexes. On peut imaginer qu'on souhaite fabriquer une application qui, depuis un téléphone, irait directement scanner les notes de frais et renseigner un système de notes de frais, par exemple. Donc ça serait assez facile à implémenter, et on voit que effectivement ici, avec un ticket où finalement ce ticket est pas plat, ce ticket en plus a une zone d'ombre, etc. Eh bien, on arrive quand même à reconnaître les champs qui sont sur ce ticket. Donc ici, on vous donne tout ce qu'il faut pour bien démarrer, donc et avec effectivement la façon de l'implémenter dans la doc. Alors, ce qu'on va regarder maintenant, c'est comment ça se passe de l'autre côté en fait du capot. Eh bien, pour ça, il faut aller dans un portail, donc le portail qui est le portail Azure que vous voyez ici. Alors, portail Azure, c'est vous tapez portal.azure.com.
Et si vous n'avez pas de compte, vous allez vous en créer un et vous avez la possibilité en fait d'avoir un crédit de 200 dollars en fait de consommation dans Azure. Alors 200 dollars, ça correspond à un certain montant et à titre d'exemple, les démos que vous allez voir consomment zéro. Ou pratiquement zéro. C'est-à-dire que le service cognitif que j'utilise aujourd'hui a un certain nombre de modes de tarification et j'ai choisi son implémentation sous forme gratuite. Donc, vous pouvez tester ça. Alors, évidemment, j'ai besoin pour ma démo d'un certain nombre de choses comme du stockage. Notamment pour stocker mes formulaires. Le stockage coûte quelque chose, quelques centimes, mais vous serez loin d'avoir épuisé tout le crédit Azure qui vous est donné. Évidemment, si vous montez une architecture Big Data avec Azure, il y a des chances que vous cramiez directement les 200 € en une journée. Mais ici, c'est pas le cas. Alors, on va ici créer en fait une nouvelle ressource, hein, donc qui va nous permettre en fait d'utiliser cette cognitive API. Hein. Donc, pour pouvoir faire ça, vous faites créer cette ressource. Hein, et alors, soit vous savez où c'est, hein, soit vous tapez effectivement le début en fait de l'API que vous souhaitez implémenter et ici forme Recognizer et on va lui demander effectivement une création de ce service. Donc on va lui donner un nom, Nemo Cloud West. Ici, on a effectivement la notion de souscription. Donc, typiquement, si vous loguez avec un crédit de 200 $, vous avez effectivement attaché ces 200 $ à un numéro en fait de souscription. Et en fait, pour chaque API, vous avez et chaque service dans Azure d'ailleurs, vous avez ce qu'on appelle une localisation. Donc, vous pouvez effectivement déployer ce service. Alors, comme aujourd'hui, il est en preview, il est peut-être pas déployé sur tous nos data centers dans le monde, mais alors j'ai pas fait le test pour savoir si on le trouvait en France aujourd'hui, mais vous commencez déjà à le trouver effectivement en Europe du Nord ou en Europe occidentale, etc., etc. Donc, on choisit la localisation en fait de son service et après on va choisir ce qu'on appelle un mode de tarification. Donc évidemment, si je suis en fait sur un modèle alors, on peut cliquer pour avoir beaucoup plus d'informations. On va pas le faire ici. On peut cliquer sur ce lien qui vous donnera les détails en fait des différents modes de tarification. Ici, pour ce service, il y en a deux. Il y en a un qui est gratuit, évidemment. Il est gratuit, donc il y a un certain nombre de limitations, mais pour faire du test and dev, on est largement dans les clous avec ce service. Donc le modèle free, 500 pages par mois ou 20 appels par minute, voilà. Donc et puis derrière en fait vous avez la notion de ressources groupe. La notion de ressources groupe, c'est ni plus ni moins qu'une façon de regrouper de façon logique en fait tout ce qui a trait à un applicatif. Alors, on va pas créer le service puisque je l'ai créé par avance. Donc, on va aller directement sur le service que j'ai créé. Donc, je fonctionne beaucoup, moi, par effectivement ressources groupe. Oui, voilà. Et donc, je dois avoir quelque chose qui s'appelle Ressources Group Cognitive Services, dans lequel j'ai effectivement un certain nombre de services qui sont déjà provisionnés. Et dans ces services, j'en ai un qui s'appelle, donc je l'ai nommé pour les raisons en fait de la démo d'aujourd'hui, FOM Rico for Cloud West. Et donc une fois que effectivement j'ai créé ce service, donc je vais pouvoir aller directement dessus, cliquer dessus et voir un certain nombre d'informations. Et il y a des informations qui me sont nécessaires dans cette console, et ça sera peut-être
en tant que développeur le seul moment où je vais en avoir besoin. Après, on va oublier cette console. Après, bon, il y a des choses autour de la sécurité, autour effectivement de la scalabilité, autour du monitoring, etc., qui font que on serait obligé de revenir dans cette console. Mais ici, ce qui va m'intéresser, c'est ce qu'on appelle le Keys and Endpoint. Donc, il va m'avoir créé en fait ce qu'on appelle une clé, et c'est cette clé, ce que je disais tout à l'heure dans la présentation, qui va me permettre d'accéder au service. Donc ici, j'ai une clé qui a été générée, on peut la copier. Et l'autre chose qu'il nous faut également, c'est ce qu'on appelle le endpoint. Et avec ça, ces deux informations-là, eh bien, je suis à même de démarrer en fait ma première expérience d'API cognitive de type reconnaissance de ce qu'il y a dans un formulaire. Donc, il y a juste besoin de ça. Alors, ces clés, on peut les régénérer. Enfin bon, il y a c'est un peu complexe de rentrer trop dans le détail aujourd'hui, mais sachez qu'effectivement, depuis cette console, on a toute une interface effectivement d'administration. Alors pour les besoins de la démo, j'ai mis effectivement un certain nombre de ressources et bon, on peut en tester 15 000, mais on a ici dans mon Git effectivement, bon, c'est pas un formulaire, mais ça fait partie des choses que on peut reconnaître également. C'est ce que je disais, les tickets. Typiquement, je vous disais, si on fabrique une application depuis un téléphone mobile qui permet de scanner ces notes de frais, on peut imaginer effectivement utiliser ce formulaire. Eh bien, pour pouvoir effectivement appeler l'API cognitive et utiliser cette image, bien j'ai un sample ici où j'ai donc importé un certain nombre de packages liés en fait à Form Recognizer. Et ici, alors il y a différentes façons d'implémenter ça, mais on va retrouver ma notion de endpoint et de clé. Je reviens en arrière. Sur la clé, c'est ce que j'ai... attendez, c'est toujours compliqué. La clé étant... alors c'est là. La clé étant celle-ci. Donc c'est cette clé que j'incorpore effectivement dans mon programme, et le endpoint, c'est celui-ci. Donc, je l'ai implémenté de façon un peu sauvage, sous forme de variable d'environnement. Donc ici, j'ai une variable d'environnement qui correspond à mon endpoint. J'ai une autre variable d'environnement qui correspond à ma clé. Et ben, ce qu'il va nous falloir maintenant pour pouvoir effectivement analyser l'image, c'est le lien sur effectivement l'image, donc le fameux ticket que je vous ai montré tout à l'heure. Et donc bon, j'ai quelque chose qui est assez simple en fait en termes de code, où je vais imprimer effectivement un certain nombre d'informations. Donc c'est un programme assez généré qu'on essaye de retrouver effectivement le type, le marchand, le nom de la transaction, les quantités, etc. Et à chaque fois, on extrait également le niveau de confiance dans ce qui a été retrouvé par l'API cognitive. Et voilà, donc on a quelque chose qui est relativement simple, et donc on va se baser ici sur ce sample et cette image pour tester le programme. Donc ici, je suis directement dans mon command shell. Et on va tester donc l'API, mon programme FormReco. Donc, je valide. Je bois un coup pendant que ça s'exécute. Donc, il se passe un tout petit peu de temps. Alors, c'est lié aussi au type de tarification que vous pouvez avoir, à la localisation du service. Et là, en fait, il a effectivement découvert un certain nombre d'informations.
en standard. Donc, on a ici un modèle qui est entraîné par Microsoft standard et on lui a demandé effectivement de trouver un certain nombre d'informations. Il sait que j'ai fait une course chez Poivre et Sel, que j'ai une tarte, une tarte. Et vous voyez, en fait, pour certaines valeurs, il a quand même des doutes. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, ici, Fred Tart, donc il a un niveau de confiance en fait de 0,21. C'est assez faible. Donc c'est peut-être des choses qu'il faut aussi pondérer en fait dans vos programmes. Si vous pensez que le niveau de confiance est pas bon, ou d'ailleurs qu'il le trouve pas d'ailleurs ici, eh bien il faut peut-être soit se dire bah c'est pas possible, soit il faut passer à autre chose. Eh bien, l'autre chose en fait qu'on propose, c'est ce que j'appelle en fait des modèles prêts à réentraîner. Alors, pour pouvoir faire ça, il nous faut un petit outillage, un petit outil supplémentaire qui est en fait un logiciel d'OCR qu'on fournit gratuitement, mais qui est customisé pour en fait l'usage de Form Recognizer. Pour pouvoir implémenter en fait ce logiciel, il est livré en fait dans un container Docker. Donc, on y a accès assez simplement. Ici, on va aller dessus. Donc, j'ai une URL donc qui correspond en fait à un service Docker que j'ai implémenté d'ailleurs dans Azure, tout simplement, puisque c'est très facile d'implémenter dans Azure en fait des containers Docker. Si je reviens ici sur donc j'ai bien ici implémenté cet outil que j'appelle Label Tool EC44 et en fait il suffit en 1 minute il a implémenté le service à peine et vous pouvez directement jouer avec. Donc il y a une URL qui est celle-là et c'est celle que j'ai utilisée pour les besoins de cette démo. Alors pour pouvoir faire cette démo, eh bien, j'ai besoin. Donc, on est ici dans l'interface de l'OCR. J'ai besoin de ce qu'on appelle une connexion. Une connexion sur quoi? Eh bien, sur un espace de stockage. Alors, on peut imaginer plusieurs types d'espaces de stockage, mais on a privilégié ici en fait une connexion sur en fait ce qu'on appelle l'espace de stockage par défaut d'Azure, qu'on appelle du blob storage. Donc ici, j'ai une connexion qui s'appelle stockage. On peut lui donner le nom qu'on veut, lui donner une description, et je lui ai donné effectivement une shared access signature. Alors c'est une signature qui s'obtient comment? Eh bien, je vais retourner dans mon interface Azure. Je vais sortir de ce ressource group puisque en fait j'ai utilisé en fait un espace de stockage qui est ici, dans lequel effectivement j'ai un blob. Et dans ce blob, j'ai en fait, alors un blob est découpé en plusieurs parties et on va utiliser en fait la partie container, donc container de stockage. Vous avez d'autres choses possibles dans les blobs, mais dans ce container de stockage, j'ai stocké donc un certain nombre d'informations, de documents, et ici j'ai des factures. On va voir dans quelques instants à quoi ressemblent ces factures. Mais pour pouvoir implémenter en fait l'accès en fait depuis mon outil, je suis obligé en fait de déclarer ce qu'on appelle une shared access signature. Vous faites ça et automatiquement il va vous générer en fait une clé et cette clé vous allez l'utiliser pour pouvoir vous connecter sur le blob storage en question. Il y a autre chose qui faut, alors c'est un peu technique, ce qu'on appelle en fait les cores, où effectivement, alors je sais pas si ça va arriver, tac tac tac. Pourquoi je ne les vois pas? Donc, où en fait, il va falloir donner un certain nombre de permissions pour permettre en fait à l'application du container d'accéder en fait à mon blob storage. Bon, on les voit pas, ça va être l'effet démo, mais c'est pas grave.
Donc ici, j'ai une connexion et depuis cette connexion, en fait, je vais pouvoir déclarer en fait un projet. Donc, si je reviens ici, je crée un projet. Un projet, ça a un nom. Ça utilise une connexion, celle que je viens de lister. Ça va utiliser effectivement potentiellement un folder path, c'est-à-dire un dossier du container de blob storage que je viens de spécifier. Hein, j'aurais pu avoir différents folders dans mon blob storage. Je vais utiliser dans mon projet eh bien l'URI en fait qu'on a utilisé dans le premier programme tout à l'heure, donc qui pointe sur mon service de reconnaissance. La clé que j'ai également utilisée pour utiliser cette API de reconnaissance. Et là, j'ai fini mon projet. Alors, j'ai créé déjà un projet pour vous aujourd'hui. Il s'appelle Demo Cloud West. Et dans Demo Cloud West, en fait, ma connexion pointe sur, en fait, 5 factures qui sont représentées ici et pour lequel, en fait, j'ai fait un certain nombre d'opérations. En fait, pour pouvoir entraîner un modèle avec Form Recognizer, il me faut au minimum 5 documents du même type et on va utiliser effectivement cet OCR pour eh bien taguer les champs. Ici, typiquement, j'ai tagué ce champ-là comme invoice number. Donc, il a détecté d'ailleurs lui-même. Et à chaque fois, je vais également typer le type d'information que j'ai dans le document. Est-ce que c'est de l'integer? Est-ce que c'est une string, etc., une date? Et donc ça, je vais faire ça pour tous les champs qui m'intéressent. Donc ici, je volontairement bypasser l'émetteur, mais c'est une facture pour Microsoft avec une date et un montant. Et donc cet exercice, je l'ai fait 5 fois. Et à chaque fois, donc j'ai remis. Bon, c'est assez simple. On sélectionne un champ et puis on lui donne effectivement le type en fait de tag que c'est, enfin le nom du tag et s'il l'a pas découvert et son type. Donc on fait ça eh bien 5 fois et une fois qu'on a 5 fois des documents qui sont tagués avec les mêmes tags, eh bien je vais passer dans ce qu'on appelle le train model. Le train model ici est bien la moulinette qui va me permettre de réentraîner en fait mon modèle sur l'API. Donc ça prend, bon, ça va assez vite. Donc il entraîne. Donc on peut générer effectivement un new train model. Mais l'idée une fois, c'est que une fois qu'il a entraîné le modèle, donc on l'a fait ici, eh bien il me donne un certain nombre d'informations sur ce qu'il estime être pertinent à 100% et ce qui pourrait être revu à la baisse. Il faut voir quand même que on a ici une accuracy, alors je sais plus comment on dit accuracy, c'est une précision. Question. Oui. Oui. Est-ce qu'on peut l'utiliser? Probablement, ouais, à condition d'avoir. Alors la question c'est est-ce qu'on peut l'utiliser pour des plaques d'immatriculation de voiture? Il y a des chances. En plus, c'est à condition d'avoir effectivement. Alors, il faudrait que ça soit une photo. Ouais, oui, certainement. Bon usage, ouais. Alors le modèle de précision ici 96%, donc relativement élevé. Si vous avez un niveau de précision qui est trop bas, bon, en général on considère qu'en dessous de 80 on n'est pas très bon, mais il faut réentraîner le modèle. Alors peut-être avec plus de documents. Donc tout ça c'est ce qui va vraiment déterminer si vous pouvez passer en fait votre modèle dans une production ou pas. Et donc ce modèle ID, donc maintenant qu'on l'a, eh bien on va l'utiliser eh bien dans notre programme.
Donc, j'ai créé en fait un autre. Donc là, je suis un peu perdu. Alors, ce qu'on va ce coup-ci, donc vous aviez les 5 formulaires qui sont ici, donc qui ont été tagués. Problème de réseau. Donc, il cherche. Et là, j'ai un autre formulaire. Lui, on a ce qu'on appelle les éléments à entraîner et ceux qui nous permettent de tester. Donc ici, j'ai ce type de document qui, lui, n'a pas fait l'objet en fait du trend model. Donc, il a la même tête en fait que les modèles que vous voyez là, mais avec des informations différentes. Donc, je reprends ce document. Alors, il aurait pu être stocké n'importe où. Là, en l'occurrence, il est directement stocké en fait sur mon PC à cette adresse-là, c'est-à-dire Dimo Invoice 6. Donc, on va aller maintenant dans VS Code. Et dans VS Code, j'ai un autre en fait programme qui se présente un petit peu différemment, où eh bien je vais préciser mon endpoint. Le fameux pointeur sur mon API. L'API claire, l'API, alors ça s'appelle API Key. Alors pour ceux qui seraient familiers avec Azure, ça n'a rien à voir avec l'API management. C'est vraiment la clé la clé qu'on a récupérée du service. Et le fameux modèle ID, c'est le modèle que je viens de récupérer ici. Tac. Dans mon OCR, j'étais sur modèle, donc c'est bien le même modèle qui se finit par FCDD. Donc j'ai ce FCDD là, voilà, qui est là. Et donc après j'ai la construction effectivement de mon URL et la source en fait du document que je veux analyser. Donc ici en fait il fait un certain nombre d'analyses en fait sur le document et on a en fait alors c'est un programme qu'on fournit en standard. Alors je sais plus s'il est sur un Git ou dans notre documentation, non, mais qui permet en fait de façon assez simple de analyser en fait un document. On peut régler un certain nombre de paramètres, mais l'idée en fait c'est d'extraire tout le JSON en fait qui va être produit par l'analyse de ce document. Donc on va retourner maintenant dans l'interface commande et donc ce programme donc qui s'appelle Analyze. Voilà. Donc il fait une première passe pour comprendre le document. Donc, c'est un peu plus long que tout à l'heure. Je crois, oui. Alors, ouais, on a voilà. Bon, je termine ma démo, puis j'essaierai de répondre aux questions qui sont posées dans le blog, parce que je les vois pas, enfin, dans le chat, parce que je les vois pas. Donc ici, moi, construit en fait tout mon JSON qui est issu en fait de l'exploration en fait de ce document. Alors c'est particulièrement illisible ici. Donc rappelez-vous, en fait, on avait en document quelque chose qui ressemble à ça, et notamment on a une facture pour cette compagnie qui s'appelle First Consultant. Alors. Pour les besoins de la démo, j'avais déjà joué le programme et j'avais déjà fait un copier-coller en fait du résultat. Et là-dedans, en fait, donc j'ai remis effectivement mon JSON, je l'ai formaté avec les petites extensions qu'on trouve dans VS Code, et vous avez effectivement le fait qu'il est trouvé consultant, alors First Consultant, donc on sait que c'est une invoice for First Setup Consultant. Et en fait, on va retrouver eh bien tout ce que l'analyseur a fait, notamment
dans quelle partie du document, à quelles coordonnées géographiques il a trouvé l'information et également la confidence. Alors, on peut faire beaucoup plus simple et juste extraire les données, etc. Mais je vous conseille quand même d'extraire et d'évaluer à chaque fois ce niveau de confiance. Et donc là, on a quelque chose qui permet, comme vous l'avez vu, si l'API en fait en standard n'est pas suffisante, ce qui est possible, puisque chaque entreprise, chaque entité a des spécificités, et bien de réentraîner en fait le modèle. Donc la question qui était tout à l'heure sur les plaques d'immatriculation, je ne sais pas si en standard on se réfère avec un taux de reconnaissance de 100%, mais globalement, si c'était pas le cas, si on voulait se rapprocher effectivement de l'imperfection, il faudrait repasser bien par ce logiciel au fait d'OCR que je viens de vous montrer. J'en ai terminé avec la partie démonstration. J'avais quand même donc ici j'ai juste deux slides pour terminer. Donc on a vu effectivement l'API donc qui permet d'extraire en fait des clés valeurs et on peut si vous êtes adepte de Azure aller plus loin effectivement dans des systèmes qui vont vous permettre, par exemple, d'avoir des statistiques sur ce qu'il y a dans les factures, admettons qu'on traite des factures. Donc l'idée, c'est que toutes les factures arrivent dans un blob storage et on invoque effectivement par ce qu'on appelle une Azure Function, donc qui est un appel en fait serverless, donc un code. Donc ce code en fait va embarquer l'appel. Moi je l'ai fait en Python aujourd'hui, mais c'est possible aussi dans une Azure Function. Donc à l'API de reconnaissance de formulaire. Le résultat de ça peut aller en fait dans un espace de stockage qui est plus ou moins structuré. Donc ici on vous montre alors, j'aurais tendance à faire autrement que ce que propose effectivement cette slide. J'aurais stocké mon JSON effectivement dans une base de données NoSQL. Il en existe une bien sur Azure qui s'appelle Cosmos DB et j'aurais fait ma data visualisation directement sur le Cosmos DB. Ici, on vous présente une autre alternative qui consisterait à utiliser effectivement Data Factory, qui est un orchestrateur et également un ETL pour pouvoir extraire en fait les données et les stocker en fait dans un data warehouse. Peut-être une solution très riche si c'est juste pour analyser quelques milliers de factures. Mais en fait, avec la panoplie de services qu'on trouve aujourd'hui dans Azure, on peut imaginer effectivement ce type de solution. Et on peut pousser également ce type de solution pour d'autres usages que de la data vis. Ça peut être effectivement des systèmes back-office qui vont être alimentés. Je sais pas, SAP par exemple, pour être alimenté avec ce qu'a reconnu le Form Recognizer. Donc ça c'est pour la partie je dirais solution, puisqu'on va pas utiliser juste son API comme ça. Alors, on peut évidemment faire des développements pour un téléphone mobile, mais si on veut un usage beaucoup plus corporate, on va dire, de cette solution. Et je sais que certains clients ont commencé à le faire. C'est le genre d'architecture qu'ils proposent. Alors, ce que je vous ai montré là, c'est effectivement à travers du code. Et il y a une grosse tendance aussi chez Microsoft aujourd'hui avec ce qu'on appelle la plateforme low code, no code, qui est la Power Platform. Donc pareil sur le moteur de recherche que vous souhaitez, que vous utilisez tous les jours, vous tapez Microsoft Power Platform et on implémente un certain nombre de services dans cette Power Platform
et vous avez des services d'IA qui sont intégrés, et notamment vous avez le Form Recognizer. Et donc, sans coder, en fait, comme je l'ai fait aujourd'hui, on peut commencer à imaginer des applications dont vous n'avez même pas besoin, en fait, d'imaginer qu'elles iront, enfin, de spécifier que c'est de l'Android ou de l'iOS, mais qui déjà permettrait de faire de la reconnaissance, en fait, de formulaires. Voilà ce que je voulais vous partager avec vous. C'était peut-être assez dense et très rapide. Je sais qu'il y a un certain nombre de questions. Alors, sur OpenAI, effectivement, c'est une bonne question. On va avoir probablement second semestre des choses qui seront issues effectivement sur le portail, qui seront issues effectivement d'OpenAI. L'autre question, c'était c'était la reconnaissance de voiture. Bon bah ok, bon, on a fait le tour. On a donné le lien sur la Power Platform également. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions via le chat? Si jamais il y a des questions qui vous arrivent par la suite, alors je vous rappelle que vous pouvez nous contacter soit via la plateforme CloudWest, soit directement sur LinkedIn. Vous rajoutez Eric ou moi-même sur LinkedIn et vous pouvez nous contacter. Et puis, on vous retrouvera potentiellement en septembre ou à la rentrée au Microsoft Lab de Nantes, voilà. Au Connecting Place, donc à la Chambre de commerce, pour des rendez-vous en direct et en physique. On vous remercie d'avoir participé à cette conférence et on vous donne rendez-vous à l'année prochaine pour le prochain CloudWest et en septembre potentiellement au Lab. Merci beaucoup. Merci à vous.